pas été un long fleuve tranquille et que ça a bien été une loi conçue pour l'apaisement. Donc ceux qui disent, je reviens à votre question du début, c'était mieux avant, finalement, parfois on a tendance à oublier le passé et en faire des contre-vérités à appliquer dans l'immédiat. Et justement l'immédiat, peut-être que Tarek va pouvoir nous en parler concrètement pour savoir comment dans nos villes, dans des villes, en tout cas dans les grandes villes, comment se vit au quotidien la laïcité, les discriminations et tout ce que Pierre vient un petit peu de développer dans son intervention. Je suis Tarek Mandouche, je suis conseiller municipal de la ville de Chirol, chargé de la médiation avec les jeunes et de la lutte contre les discriminations et le racisme. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'entendre ce que j'ai entendu. Parce que, en tant que simple citoyen comme vous, je n'étais pas quelqu'un qui ne posait pas de questions depuis que j'étais jeune. Et en fin de compte, fur et à mesure, j'ai remarqué que la chose qui apaise et qui permet le pluriel, ben oui, parce qu'on ne peut pas apaiser une seule couleur. Ben oui, c'est ça la chose. On apaise beaucoup de choses ensemble, on fait que c'est apaisant. Oui ou non? Je ne me trompe pas. Je ne peux pas prendre une couleur noire et je dis je vais l'apaiser. Ça ne s'apaise pas une couleur. Si je lui ajoute du blanc, du rouge, du truc, du bidule, et je démontre que tout ça c'est apaisant, et bien là j'ai réussi quelque chose. Donc la laïcité, je fais ça juste pour venir sur des faits réels. Elle n'est pas venue que pour rompre avec le sacré, le pouvoir du sacré culture, mais elle est venue aussi pour permettre l'existence de l'autre, du nouveau, bien sûr de l'évolution, du progrès et ainsi de suite. Parce que, rappelez-nous, le pouvoir religieux, le jour où il a été très fort, il a tué les savants, il a tué ceux qui veulent changer de religion, en fait, tous ceux qui sortent d'un cadre, d'un carré, il n'est pas bon. Eh bien, la laïcité, ce n'est pas un carré, c'est un espace. Et c'est pour ça, je pense, moi, quand j'observe comment les sociétés évoluent, que ce soit en France ou ailleurs, ou en Tunisie par exemple, où on est dans un grand moment de passage pour faire rupture et pour construire autre chose. Et je pense que vous êtes au courant de l'actualité un peu dans le monde. Eh bien, la laïcité, il ne faut surtout pas la penser comme valeur. Parce que si on l'a, comme il a dit notre cher ami, cher camarade, cher collègue, si on la pense comme valeur, ça veut dire qu'on va la penser comme religion. Ça veut dire comme une valeur, quelque chose d'absolu. Mais quand on la pense comme outil, comme système, comme conception, comme système d'organisation, on lui permet d'être. Ce n'est pas uniquement une affaire de l'homme politique, de l'institution, du pouvoir, mais une affaire de société. Vous avez fait allusion à Nadia aussi. Et quand ça devient une affaire de société, donc elle ne peut pas être uniquement sujet de définition à l'homme politique ou au philosophe ou au sociologue. Elle peut être sujet de définition et d'organisation à nous, dans la société, dans un quartier, au peuple, aux citoyens. Et du coup, ça vient la chose que la laïcité, elle ne peut pas évoluer comme ils l'ont dit au début, nos deux intervenants, sans l'égalité. Donc, l'égalité des chances, des droits, l'égalité d'accès aux services, l'égalité, toutes ces égalités-là. Donc, la laïcité, elle permet un grand socle, de créer un grand socle d'égalité dans lequel, où toutes les couleurs, toutes les différences vont vivre ensemble et construire cette petite beauté qu'on va l'appeler le bien vivre ensemble ou le mieux vivre ensemble. Comment j'ai vécu ça, personnellement, moi, en France? Depuis 1981,
je remarquais que la laïcité est une chose, en fin de compte, qui dérange beaucoup ceux qui veulent être au pouvoir, commander. Parce que celui qui commande, s'il n'est pas profondément ouvert, il ne peut pas produire des lois ou des règlements qui permettent à tout le monde de participer, même à une petite activité. Donc il va restreindre par certaines choses qui sont peut-être, qui font partie de l'héréditaire, ou qui font partie un peu de la fierté, pour ne pas dire du racisme, et ainsi de suite. Et donc la laïcité, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure de sa vie, de son évolution dans la société française, elle nous a donné plein d'outils pour démanteler tout ce qui est rigide et permettre la fluidité, et permettre la transparence entre les gens, et permettre de vivre ensemble avec des gens qui sont différents. La ville de Chirol, vous la connaissez autant que moi, et peut-être plus que moi, depuis 70 ans, elle est gouvernée par des cocos, mais pas que. L'histoire de l'Isère, elle est belle. L'Isère, le département de l'Isère, les bourgeois, ils ont voulu défendre un intérêt, ils ont foutu une révolution à la fin. Il y a une culture commune à toutes les villes, peut-être, ou les grandes villes de l'Isère, c'est la résistance. L'autre culture commune, c'est les solidarités. Oh, il y a plein de social dans l'Isère. Et ces deux cultures communes, je ne sais pas comment ils sont venus, mais ils ont construit un département ou une agglomération où on parle tout le temps des solidarités, de lutte contre les discriminations, on organise des semaines, des quinzaines dans certaines villes, et ainsi de suite. Et chaque ville essaye de faire comme elle peut. Donc la ville de Chirol, elle a développé des politiques sociales qui permettent cette diversité, et que la ville, elle restera une ville d'accueil, une ville de vivre ensemble. Disons, une ville laïque. Par contre, le pouvoir politique de la ville, il s'est rendu compte qu'il y a, pour certaines représentations religieuses, par exemple, il y a une inégalité républicaine. La laïcité, elle est venue, imaginons ces laïcs, ils sont venus pour permettre aux religieux de bien et tranquillement et humblement pratiquer leur rite. La laïcité, donc, elle n'est pas venue pour éliminer la religion, jamais de la vie. Mais elle est venue contre le pouvoir de la religion, pour que le pouvoir de la religion ne continue pas à diviser la société. Et donc, il y a elle est censée produire, dire à la République que la République doit être égalitaire vis-à-vis des religions. Et du coup, quand il y a eu des gens, des petites communautés ou des petits groupes dans le quartier qui ont voulu, on va construire une mosquée, il n'y a pas eu une révolution. Le politique qui est communiste, qui est laïque, qui est républicain, il n'a pas dit comment ça? Ben non, il a dit ben oui, mais organisez-vous et on va tout faire. Ça, c'est cet aspect-là. Sur l'autre aspect, c'est dans les écoles, surtout, et c'est le plus important, parce que quand on a des milliers et des centaines d'écoliers dans l'école primaire ou les maternelles, eh bien, il faut permettre une éducation. Donc, l'éducation nationale, elle a pensé à un certain moment à faire un peu plus d'égalité. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas d'égalité d'accès au travail, par exemple, par l'école. Pourquoi? Parce que dans les quartiers dits bourgeois ou des centres-villes, les élèves réussissent bien et tout, ils sont en bon concordance avec les besoins de l'entreprise, mais ceux qui sont dans les quartiers populaires ou de travailleurs, ou anciennement les quartiers des villes dortoirs pour dormir,
et ben voilà, il y a un problème de réussite. Donc on a fait la politique de la ville avec des dispositifs, avec plein de choses, de réussite à l'école, pour essayer d'apporter cette peut-être petite égalité. C'était une manière discriminatoire, mais dans le positif. La politique de la ville, c'est une politique publique faite par l'État, donnée aux villes pour la faire. Eh bien, la ville de Chirol, elle a pensé un peu plus que ça. Elle a dit, mais merde, il y a un problème. Ce qu'on nous donne pour cette politique de la ville, eh bien, ça ne suffit pas. Ça ne crée pas des quartiers paisibles. Ça, c'est deux choses essentiellement. Comment faire intervenir les citoyens? Les citoyens qui est qui? Qui est l'habitant. Il n'est plus l'homme ou la femme qui vote. Il est l'habitant, tout court. C'est un droit à la représentation ou un droit à la proposition, un droit à l'action dans un milieu associatif pour tout le monde. Et on peut être citoyen français et venu hier soir de Chine ou du Congo et on est dans la même association. Il y a un autre temps fort dans la laïcité, c'est-à-dire dans l'égalité des traitements des gens. C'est comme en 81 ou en 82, quand on a permis que le président d'une association en 1901 peut être un étranger. Ça, moi je l'ai vécu de plein fouet quand je suis arrivé à ces moments-là, et j'ai demandé comme ça, bêtement, mais pourquoi tu n'es pas le président de l'association? C'était à Marseille. Il m'a dit, mais nous on n'a pas le droit parce qu'on est des étrangers. Ah bon? Oui, mais c'est une association, ça vient de politique. Et du coup, après, il y a une loi qui est venue, et ça a beaucoup joué si on prend la laïcité comme par le biais de l'égalité. Le tissu associatif, il est devenu un grand acteur de vivre ensemble, avec certaines valeurs, bien sûr, pour faire découvrir à tout le monde la culture de l'autre, les richesses de l'autre, les propositions de l'autre, pendant des moments d'émotion ou des moments festifs ou ainsi de suite. Mais en fin de compte, le tissu associatif aujourd'hui, je prends la ville de Chirol, il est autant garant dans sa immense majorité, mais c'est même pas de la majorité, c'est la totalité, on peut en parler, de la valeur de vivre ensemble sans choquer par quelque chose de religieux qui offense l'existence collective. L'espace public, aujourd'hui, ce n'est pas que les lois de l'État, on le remarque dans nos villes, je pense, qui permettent ça. Mais c'est les intervenants, comme les tissus associatifs, qui permettent ça aussi. Et ça, c'est très fort, je pense, dans l'évolution de la laïcité. Comment elle a évolué pour devenir une sorte d'alternative ou une sorte qui restera au mouvement. Du coup, elle peut créer d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre, des réalités laïques. Une réalité laïque. Il n'y a pas qu'un seul modèle comme vous l'avez dit. Création de projets, des actions et ainsi de suite. Et donc, elle a beaucoup misé sur l'éveil des consciences dès la maternelle, de l'école primaire, sur cette chose-là. On ne peut pas tout faire bien et bon. À titre, juste, je vous donne parce que tout dépend des moyens. Quand on parle d'un outil, on parle des moyens. Quand on parle des moyens, on parle de l'argent. En dehors des aires de classe, donc il y a tout ce qui est l'accueil des enfants avant 8h30, avant 9h, et puis jusqu'à 18h ou 18h30, jusqu'à 17h30. Tout ça, l'État, quant à la pensée d'évolution de l'école par le changement des horaires, hein, c'est dommage qu'on le pense comme ça, elle a considéré que, par exemple, la ville de Chirol, il lui faut 280 000 € pour faire ça. Eh bien, quand on a eu cette loi-là de réforme de l'école et des aires et des temps scolaires, déjà, la ville de Chirol, elle le faisait et elle dépensait plus que ça.
C'est pour ça, par exemple, la ville de Chirol, elle a appliqué de la première année. Ça n'a pas fait grande difficulté. Pour compléter et être en conformité avec la loi républicaine, eh ben, on dépense à peu près 750 000 euros. On est très loin de ce que donne l'État pour fournir un projet de territoire, ce qu'on appelle un projet de territoire. Dans l'éducation à Échirol, on parle comme ça, bon, dans d'autres villes aussi. Un projet de territoire qui va servir, ce n'est pas pour garder les enfants jusqu'à que les parents reviennent du boulot et tout, et permettre que des papas, des mamans travaillent au même temps, mais non. Si on est dans la gestion du temps, ben, on n'a rien compris de la vie quand on est politique. Parce que c'est facile la gestion du temps, il suffit de laisser les enfants jouer, de les surveiller, ils se font pas mal et après c'est bon. Mais le rôle de l'école, le rôle du politique, eh ben, c'est d'éveiller les consciences aussi. Quand je parle de politique, laïque, républicain, qui croient au vivre ensemble. Et je pense que c'est ça le plus important, que la laïcité, elle est venue, elle a évolué d'une manière, et c'est la République qui lui a permis, c'est la résistance de tous les hommes et femmes libres, pour qu'elle devienne une affaire de société. Ils n'ont pas qu'un choix d'en haut, pour faire rupture avec un temps et on passe à un autre temps, non. Et c'est ça, et la beauté, c'est que elle peut se transformer, fur et à mesure, des données sociologiques, des données de ce qu'on peut nous penser comme mode de vivre ensemble. Un outil, un principe pour apaiser. Tarek parlait des couleurs. J'ai bien aimé cette image sur l'apaisement qu'il faut faire dans les villes, mais pas seulement, et que cette laïcité doit permettre d'avoir une société plus apaisée. Mais malgré tout, cette laïcité pose question. Il y en a plusieurs, enfin en tout cas, elle est évolutive. Si j'ai bien entendu, elle peut s'adapter à différentes situations. Et du coup, comment, en tant que citoyen, citoyenne, on peut réagir face à des situations qui sont parfois diverses, mais qui sont toujours avec l'idée d'appliquer ce principe de la laïcité. Donc, dans notre société d'aujourd'hui, pour combattre l'obscurantisme, hein, ça a été dit et tu l'as rappelé par l'intervention aussi dans les écoles, et c'est important de combattre cet obscurantisme et permettre à chaque citoyen voilà, d'avoir sa propre réflexion. Chacune, chacun voit la laïcité de telle ou telle manière, mais parfois cette laïcité peut nous heurter, même si soi-même on est laïque. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions qui me font réagir suite à vos interventions. Je pense que dans la salle, il y en aura aussi. Comment peut-on accepter ces différentes formes de laïcité? Comment les envisager aussi, parce que je pense que c'est important, et comment permettre que cette laïcité n'exclue pas, bien au contraire, et permettre de mieux vivre ensemble. Parce que ça me fait penser à ce que vous disiez, Nadia, quand vous citiez une personne que je n'aime pas beaucoup et qui dit « je ne veux pas savoir quelle est la religion de ma voisine ». En effet, comment faire pour ne pas exclure, pour permettre de vivre ensemble, et comment faire pour arriver à ce que cette laïcité soit ce véritable outil du mieux vivre ensemble, finalement. Voilà un petit peu ce que m'ont amené vos trois interventions. Et j'ai vu une main déjà qui se levait. Essayer d'être, notamment pour l'éducation, d'avoir des principes d'égalité. J'ai été un peu étonnée qu'on ne fasse pas référence au passage de la 4e à la 5e République, parce que sous la 4e République, les services publics d'éducation nationale, les fonds allaient à l'école laïque publique. On est passé à un système où c'est religieux ou associatif, mais où il y a des ségrégations quand même entre élèves, et des ségrégations pas seulement religieuses, mais beaucoup sociales aussi, et où les fonds publics sont distribués à tous.
Alors évidemment, c'est peut-être apaisant. Je ne sais pas si c'est apaisant ou si au contraire créer des divisions. Quand on voit que dans certains quartiers, les enfants, quand il s'agit d'aller au collège ou au lycée, enfin au collège surtout, cherchent le collège du quartier d'à côté, ça pose problème sur la laïcité. Une certaine conception du pouvoir, même dans notre République, il n'en est plus une au sens des principes laïques, contre le pouvoir du plus fort, c'est-à-dire contre le fait que le peuple, les citoyens, ne peuvent pas s'organiser entre eux. Et le plus grand pouvoir qu'on ait aujourd'hui, il est diffus quand même. C'est quand même le pouvoir du pognon, quoi, le pouvoir financier, donc le pouvoir de ceux qui le favorisent. Bon, après, je vais prendre des raccourcis, tant pis. Entre la Turquie aujourd'hui, qui a été un des pays qui a mis en place bon, les principes de laïcité, avant n'importe quel autre pays, même en Europe, le droit de vote des femmes. Aujourd'hui, je comparerais la Turquie avec une partie de son peuple, le peuple kurde qui est sur plusieurs États, enfin pays, régions entre la Turquie, la Syrie, l'Iran, l'Irak. Et franchement, ce qu'ont fait les femmes, pas seulement les femmes kurdes, mais le peuple kurde dans sa nouvelle organisation politique, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus avancé en notion, en mouvement, si tu veux, pour concevoir une notion de plus en plus avancée sur le plan politique de la laïcité. Au niveau de Fontaine, on a pu voir évoluer ce champ-là. Déjà dans l'assise de la municipalité, les conseillères déléguées, maintenant c'est une adjointe, qui plus est communiste, donc ça c'est très important. Et tout le travail, c'est comme sur les Chirolles en fait, on est une commune où on travaille sur toutes les thématiques dans le cadre du vivre ensemble, sur l'intergénérationnel, beaucoup sur tout ce qui est démocratie participative, on associe beaucoup les habitants à la réflexion parce que le plus gros problème, à mon sens, c'est l'intoxication des médias par rapport à ces questions de laïcité. Et donc, du coup, en découle le vivre ensemble. Par là, on a nos habitants qui peuvent se sentir égarés dans leur pensée, n'est-ce pas? À Fontaine, on n'a pas échappé au fait d'avoir le Front National qui a apparu autour de la table en conseil municipal. On a quand même 3 élus sur 35 pour une ville communiste depuis la libération. C'est quand même dur. On a donc les habitants qui ont besoin d'être guidés dans leur réflexion. On a nos professionnels également dans nos mairies. Et donc on mène depuis quelques années tout un travail de formation. C'est pour ça que je connais bien Nadia Amadache. De formation pour les professionnels qui ont besoin aussi, par rapport à l'évolution sur cette thématique, je vais y arriver, où on a différents sujets qui nous percutent et qui percutent également les élus. Et au niveau des élus, il faut que les élus soient aussi formés. C'est ce qu'on essaye de faire. Il n'y en a jamais assez à mon goût, parce que de toute façon, quelle que soit la délégation que l'on peut avoir, eh bien, le vivre ensemble ressort. On a cette défense des services publics qui vont avec, cet accès au droit. D'ailleurs, sur Fontaine, on évolue avec sur ma délégation, sur le volet insertion, et puis sur l'ouverture d'un espace info-droit par rapport à la lutte contre les discriminations. Il y a toutes ces interventions, effectivement, Tarek, dans les écoles, je dirais presque avant la conception. Il faudrait déjà les former, nos enfants, pour qu'ils fassent réfléchir leurs parents. Et donc, on intervient beaucoup, effectivement, dans les écoles. Et puis, là où on a un public assez captif, ce sont les adolescents dans les collèges et le lycée professionnel. On a, où il y a un réseau égalité femmes-hommes qui est en place depuis quelques années
Et donc l'objectif, c'est d'amener les communes de taille plus petite, parce que effectivement, on a Grenoble autour de la table, Saint-Martin-d'Air, Échirolles, Fontaine, mais il y a toutes les autres communes qu'il faut amener pour travailler là-dessus. Et puis sur le volet laïcité également, et en matière de lutte contre les discriminations. Donc, les choses bizarres, on peut avoir des élus qui réagissent d'une façon différente quand ils sont autour de la table à la métro, en conseil métropolitain, et quand ils reviennent dans leur commune, ils sont plus près, donc ils sont plus près des réalités. Donc il faut vraiment qu'on garde le contact avec nos élus de la métro pour ne pas leur faire oublier la proximité et ce qui se passe dans nos villes et villages. Et la laïcité, c'est l'égalité. Que fait-on de la question des droits, de donner plus en communautarisme, il y a une notion qui s'appelle, je viens de bouffer le truc, la discrimination positive. Est-ce que ça, c'est compatible avec la laïcité et notre conception aussi de l'égalité des droits? Non, mais je pense que ça l'est, mais j'aimerais qu'on m'explique parce que l'argumentation n'est pas très très facile. Réglé par, c'est la loi de 2000 justement sur l'égalité, il est possible pour rétablir une situation inégalitaire de traiter les choses différemment, et pour rétablir l'égalité en fait. Si une situation est différente, on va la traiter différemment, c'est ça la distribution positive. C'est pas donner plus à une catégorie sociale ou à une ethnie, voilà, parce que par identité de cette catégorie sociale, de cette ethnie, c'est simplement. C'est celle qui est le plus... Les médias, ce que j'ai vu avant toute chose, c'était le prochain maire de Londres sera musulman. Donc je me suis dit, ah bon, c'est un nouveau critère. Donc ça aussi, le rôle des médias dans la laïcité et dans le vivre ensemble, et bien évidemment le ton et la manière dont les choses étaient présentées, c'était quelque part, attention, les Londoniens, il va falloir qu'ils tiennent à carreau parce que le prochain maire, c'est un musulman, quoi. On ne savait pas de quel parti politique il était, enfin moi je le savais, mais dans les informations, rien n'était dit sur son appartenance politique, rien n'était dit sur qui il était, mais il était musulman. Quand j'ai vu ça, ça m'a quand même un peu choquée, je dois dire, et par rapport à la laïcité au vivre ensemble. Et Pierre nous disait tout à l'heure que dans les pays anglo-saxons, ils avaient été à un moment donné un peu à la pointe de la laïcité. Là, je trouve qu'il y a eu quand même un certain recul. Enfin, ce sont les médias français qui l'ont présenté comme ça. Je ne sais pas comment les médias anglais l'ont présenté, mais c'est comme ça que ça a été présenté. Alors, ça a été récupéré après, et en effet, dans une deuxième salve d'informations, il n'était plus question de sa religion, mais de son appartenance politique. Enfin, quand même. Comme quoi les médias ont quand même, je crois, un rôle à jouer sur cette vision que peuvent avoir les gens de la laïcité et la confusion que souvent on fait entre valeurs et principes sur la laïcité. Là aussi, je pense que c'est reconnu. Et bien souvent, la solidarité serait bien remplacée par la laïcité dans notre... sur les frontons de nos mairies, ça ne dérangerait pas grand monde. Or, c'est complètement différent. Donc, voilà, moi, ça m'interpelle aussi. Et discrimination positive, je vais, voilà, nos trois intervenants vont répondre. Mais mon interrogation, moi, c'était vraiment comment peut-on tous ensemble porter cette laïcité, qu'on veut être un outil du bien vivre ensemble, un principe à respecter pour la liberté de chacune et de chacun. Comment faire quand on est parfois soi-même un peu percuté par cette liberté qui parfois nous interpelle. Alors moi, je me rappelle du débat, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, je me rappelle du débat qui a été il y a quelques années concernant la scolarisation. Ça va faire sourire Rébia parce que voilà, était avec moi à cette époque-là. Comment faire pour scolariser des jeunes filles voilées, par exemple, dans nos écoles publiques. Comment la laïcité doit nous permettre soit de les scolariser, parce que si on ne les scolarise pas, on les exclut, et donc les exclure n'est pas la solution, mais comment faire pour que dans nos écoles, on puisse se côtoyer des jeunes avec des signes aussi distinctifs. Alors, bon, voilà, ça fait partie des questions
qui ne sont pas complètement aboutis, je crois, et la réflexion doit encore nous aider à faire vivre ce principe de laïcité et de mieux vivre ensemble. Bon, ça, c'est un exemple qui m'avait, moi, je vous avoue, beaucoup marqué, parce que pour moi, il y avait une question de liberté des femmes à pouvoir avoir le choix de leur religion, le pouvoir de liberté de ces femmes de l'avoir ou de ne pas avoir cette religion, et ensuite de les scolariser dans nos écoles publiques, ça me semblait important. Voilà, donc tout ça, ça fait aussi partie des questionnements.